Madame, bonsoir. Alors, apparemment, certains ont des problèmes avec leur micro. Ce sont des aléas de la digitalisation, hein. Tout le monde s'adapte. Alors, Monsieur Sokou, j'espère que vous êtes prêts. On peut démarrer? Ouais. D'accord. Je pense que nous allons démarrer. C'est mieux. Alors, une fois encore, chers amis, bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce deuxième webinaire qu'organise le groupe AMES, en partenariat bien sûr avec ses deux filiales, la filiale du Bénin et celle du Togo. Alors, pour ce deuxième webinaire, nous allons parler des stratégies de recherche d'emploi digital. Avant de poursuivre, je vais demander à tous nos amis de bien vouloir éteindre leur micro pour nous permettre un confort d'écoute. Je vois notamment le micro de Madame Adamo qui est allumé. Je vais l'aider donc à désactiver. Je pense que c'est bon. Madame Adamo. Madame Aboton également, je vous prie de bien vouloir couper vos micros respectifs. Merci beaucoup. Alors, donc, je disais que nous allons parler cette fois-ci des stratégies de recherche d'emploi à l'aide du digital. Quelles sont ces stratégies-là? Comment les utiliser véritablement pour trouver une solution à notre recherche d'emploi, puisque finalement, c'est l'objectif. Alors, donc, d'abord, je vais vous parler de AMES. Le groupe AMES est une société implantée dans 24 pays au monde. Vous avez 17 filiales en Afrique et vous avez les 7 autres filiales en France, en Inde, en Russie et bien dans d'autres pays également de l'Europe. Elle est spécialisée notamment dans la mise à disposition du personnel, mise à disposition du personnel temporaire, l'assistant technique, l'assistant administrative, l'assistant logistique. La filiale du Bénin s'occupe essentiellement de l'assistance technique et développement de compétences, la mise à disposition du personnel temporaire, l'assistance logistique et administrative. Nous faisons également des formalités générales en matière de gestion des ressources humaines, les opérations de saisie, la gestion du secrétariat, la gestion de la paie et bien sûr quelques conseils également en secrétariat. Alors, comme je vous l'ai annoncé, pour ce deuxième webinaire, nous allons parler des stratégies de recherche d'emploi à l'aide du digital. Et la personne que nous avons invitée pour nous parler de cela, c'est M. Jules Sokou. Je vais vous le présenter rapidement. Jules Sokou est titulaire d'un master en gestion des ressources humaines. C'est un spécialiste en ressources humaines donc, que nous avons invité cet après-midi. Il a passé la majeure partie de sa carrière dans les multinationales de construction. D'abord, il a été assistant RH à Sogias, qui ne présente plus. Et en tant que responsable RH à Eiffage Construction, que certains connaissent sûrement. Aujourd'hui, M. Sokou est consultant en organisation et gestion des ressources humaines, en même temps formateur à 16 Creuse. Il est actuellement directeur général de AMES Togo, filiale donc spécialisée dans la gestion externalisée des ressources humaines, le recrutement et le portail salarial. Alors donc c'est une personne qui
maîtrise les procédures administratives et RH, qui a une très bonne connaissance du droit du travail dans 3 pays au moins en Afrique, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Il parle l'anglais et le français notamment. Donc voilà, chers amis, ce que je peux dire sur M. Sokou, notre communicateur du jour, que je remercie d'avoir accepté donc cette invitation-là, malgré donc son agenda qui est chargé. Monsieur Sokou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sossou. Merci d'être avec nous. Oui, merci pour la présentation. Je t'en prie. Alors, donc, nous allons commencer. Tu vas partager ton écran et nous allons lancer les échanges. D'accord. Je crois que c'est bon. Oui, je pense que c'est bon. Donc, nous allons parler des stratégies de recherche d'emploi à l'aide du digital. Et moi, j'ai bien envie de demander à M. Sokou d'abord, pourquoi spécifier à l'aide du digital? Spécifier à l'aide du digital parce que il y a quelques années, les stratégies de recherche d'emploi ont été généralement de la paperasse, je crois, je peux le dire comme ça. On a toujours eu l'habitude d'écrire des courriels, d'aller faire des dépôts physiques, mais à l'ère du digital, comme nous le disons là maintenant, on n'a plus besoin en fait de la paperasse, si je peux le dire comme ça. Et la technologie nous permet aujourd'hui de joindre l'employeur à l'autre bout du monde et lui proposer nos compétences. Le digital aujourd'hui nous permet de nous vendre à des milliers de kilomètres de chez nous. Et c'est pourquoi nous spécifions aujourd'hui c'est quoi la stratégie de recherche d'emploi à l'aide du digital. D'accord, voilà qui est assez clair. Effectivement, les habitudes ont changé aujourd'hui. Le digital a changé la donne. Il est important que les offres de services, moi j'aime bien les appeler offres de services, voilà. Ça leur permet donc de changer de stratégie et d'aller à l'assaut du monde de l'emploi. Donc je vais vous laisser présenter votre communication et vers la fin, nous allons sûrement enregistrer des questions. Si vous avez des questions à poser, chers participants, vous pouvez déjà commencer par les noter dans le chat. Ceux qui également nous suivent en ligne, vous pourrez également laisser vos différentes questions. Nous allons les répertorier et permettre donc aux communicateurs d'y répondre. Merci beaucoup. Monsieur Sokou, vous pouvez y aller. Ok, merci beaucoup, Monsieur Sossou. Donc, comme vous venez de bien le décliner, le thème de cette présentation, c'est la stratégie de recherche de l'emploi à l'ère du digital. Et comme nos participants le savent déjà, je suis l'intervenant, vous êtes le modérateur du jour. Vous n'êtes plus à présenter d'ailleurs, puisque vous n'êtes pas apparemment au premier webinaire. La plupart y étaient présents, si je crois bien. Donc, je vais présenter en fait le plan, un peu comment la présentation va se passer. Le plan, nous allons d'abord parler des stratégies de recherche pré-digitales. Je m'explique là-dessus. Pré-digital, comme on l'a mis, c'est nos stratégies avant l'avènement du digital, de la technologie. Donc, après ça, nous allons parler de la stratégie même de recherche à l'ère du digital dans lequel nous sommes. Et nous allons renchérir avec quelques sites de recherche d'emploi, puisque dans le digital, ce qui va le plus, c'est les sites d'emploi, les sites de recherche d'emploi, les réseaux professionnels. Et nous allons en parler au point 3 avant de terminer avec les questions, les éventuelles questions que les participants auront par rapport à la présentation. Donc voilà ainsi planté le décor de ce que nous allons présenter cet après-midi. Voilà, donc le décor est planté. Nous allons demander à M. Sokou de nous faire plein écran afin de permettre aux amis de bien voir. Merci. Plein écran.
Vous pouvez, Pardon? vous pouvez lancer le diaporama. D'accord, OK. OK. Avant de commencer, j'ai une petite pensée à tous ceux qui, pendant cette période de Covid, ont perdu leur emploi, puisque nous sommes en train de parler aujourd'hui de la recherche de l'emploi. Ça englobe tous ceux qui, pendant cette période de pandémie, ont perdu leur emploi, ceux qui, comme vous les appelez, les donneurs, les offreurs d'emploi, qui sont présentement en difficulté. Toujours à cause de cette pandémie-là, j'ai ma petite pensée avant de commencer cette présentation. Alors, les stratégies de recherche de l'emploi à l'aide du digital. Je vais passer très rapidement. Alors, les stratégies pré-digitales, comme je le disais dans mon introduction, il y a quelques années, généralement, nos méthodes de recherche d'emploi sont physiques. Nous avons toujours l'habitude d'écrire des courriers, de rédiger, d'écrire nos CV, aller chercher des entreprises, aller faire des dépôts physiques, chercher à rencontrer le chef du personnel, comme on avait l'habitude de les appeler, le chef du personnel, rencontrer le chef du personnel ou son assistant, et essayer de converser avec eux, nous présenter s'ils acceptent de nous recevoir, et déposer les dossiers et essayer d'obtenir peut-être un rendez-vous par après pour se présenter ses compétences et espérer avoir ne serait-ce qu'un stage pour commencer ou un contrat au bout. Ça, c'est ce que nous avons eu l'habitude de faire il y a quelques années et qui a vraiment pris de l'ampleur, qui a pris vraiment de l'ampleur et qui s'est perpétué jusqu'à très récemment. Et on se promenait ceux qui ont vraiment le temps se promenaient d'entreprise en entreprise pour déposer les candidatures de façon spontanée puisqu'il n'y avait pas derrière ces candidatures-là des offres. Donc, ils se promenaient pour tenter leur chance, déposer les dossiers. Et on ne sait jamais, peut-être que spontanément, on aurait besoin d'un profil tel que le leur. Et je crois que ça a été comme ça a été perpétué comme ça jusqu'à ce que, il y a quelques années, et juste récemment, je peux même dire, jusqu'en 2010 encore, cette pratique était encore très répandue de se promener, de déposer des dossiers en physique, même si aujourd'hui, on en trouve encore, on en trouve encore qui déposent de façon physique les dossiers. Ça, c'était les stratégies pré-digitales et qui ont existé et existent toujours jusqu'à l'heure où nous parlons. Mais aujourd'hui, le thème de cette soirée, c'est de savoir, avec l'avènement du digital, quelles sont les stratégies qui sont appropriées, qui sont adaptées pour pouvoir rechercher de l'emploi et vite s'y retrouver. Alors, c'est quoi les techniques? Désormais, nous avons des techniques plus sophistiquées en vogue. Et quand vous allez sur les réseaux sociaux, il y a des sites d'emploi, qui mettent en ligne des offres, qui mettent en ligne des offres d'emploi chaque jour. Donc, il faut juste que vous connaissiez les sites en question, et aller les consulter à chaque fois et s'enquérir des offres qui sont en ligne et postuler depuis chez vous à la maison. Il suffit que vous ayez une connexion Internet et que vous ayez vos fichiers, vos documents à envoyer en fichier et vous candidatez de façon spontanée ou à une offre que vous voyez en ligne directement. Donc, soit vous allez sur les réseaux sociaux où vous les trouvez, ou soit vous vous inscrivez sur des sites de recherche d'emploi
des sites qui sont spécialement dédiés pour la recherche de l'emploi. Ces sites sur lesquels vous renseignez toutes les informations vous concernant, vos compétences, votre expérience, vos diplômes que vous mettez sur le site. Il y a des sites dédiés que nous allons voir, que nous allons citer un peu plus loin à la fin. Vous allez sur ces sites, vous vous inscrivez et vous mettez toutes les informations dont aura besoin l'employeur et vous attendez quand il y a une offre qui cadre avec votre profil, le recruteur vous contactera et je crois que ça passe. Alors, un autre axe, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on n'est pas sans savoir que les réseaux sociaux jouent beaucoup dans la recherche de l'emploi. Quand je parle de réseaux sociaux, je parle peut-être de Facebook, ou quand un recruteur a votre profil et que ce qu'il est en train de chercher comme profil pour le poste à pourvoir, il voit que votre profil correspond. Il va faire forcément des recherches sur vous et le premier réflexe qui lui vient, c'est d'aller sur les réseaux sociaux pour voir à qui il a affaire. Donc, en allant sur Facebook, par exemple, où vous avez mis des photos de vous, saoul, ou en train de faire des trucs qui ne relèvent pas forcément, qui ne parlent pas forcément de votre personnalité, mais peut-être vous êtes dans une situation passagère où vous prenez des photos que vous postez sur Facebook. Quand cette personne va voir ces photos, la première impression que la personne aura de vous, c'est ce que vous avez. C'est les photos que la personne voit, les vidéos, c'est la première impression que la personne a. Donc, c'est l'impact qu'a les réseaux sociaux aujourd'hui sur les profils. Quoique compétent que vous soyez, si sur les réseaux sociaux, votre image ne reflète pas ce que la personne veut pour le poste, parce qu'aujourd'hui, nous avons les compétences et nous avons ce qu'on appelle le savoir-vivre. La personne, il a une appréhension de votre personnalité au-delà des compétences que vous avez. Est-ce que avec le comportement que vous affichez peut-être sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ce que vous postez, ce que vous faites comme vidéo, est-ce que ça cadre avec le genre de personne qu'on veut à ce poste-là? Donc, vous comprenez aisément que les réseaux sociaux, ça peut bloquer un recruteur par rapport à un profil qui correspond à ce qu'il cherche. Donc, c'est ce volet-là. Ça, c'est le mauvais côté peut-être que je viens de décliner. Mais à côté, il y a des réseaux comme LinkedIn. LinkedIn, par exemple, c'est un réseau professionnel, mais qui se spécialise dans je ne sais pas si la plupart des participants connaissent ce réseau, le réseau LinkedIn. C'est le réseau, je peux dire par excellence, où le demandeur d'emploi peut s'inscrire et se faire voir par les recruteurs. C'est une vitrine. Aujourd'hui, je peux dire que c'est une vitrine de recrutement. Vous allez sur LinkedIn, vous vous inscrivez, vous mettez toutes les informations possibles avec vos compétences, les mots-clés. C'est comme si vous vous inscrivez sur un site de recrutement, mais ici, c'est un réseau social, un réseau professionnel qui vous permet de vous vendre en fait. Vous vous vendez aux recruteurs, vous vous inscrivez sur ce site avec vos compétences, vos expériences. Quand le recruteur vient, il suffit qu'il tape certains mots-clés et il vous retrouve. Et je crois que c'est, comme je viens de le dire, c'est une vitrine par excellence pour un demandeur d'emploi, si je peux le dire ainsi, quelqu'un qui recherche de l'emploi. Le fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, explique
explique que le réseau social offre de réelles opportunités pour les personnes manquant d'expérience professionnelle. Effectivement, quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience, c'est la meilleure méthode pour réellement démontrer que quelqu'un devrait parier sur vous. Et sur le réseau LinkedIn, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une bagatelle d'expérience pour attirer, pour apostropher un recruteur qui est en train de chercher un profil. Même si c'est un profil, si vous avez un profil jeune, avec une façon de vous mettre en valeur sur ce réseau social, je crois que ça va être le réseau social LinkedIn, je le dis sous le contrôle du modérateur. Ce, 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 la présentation sur le réseau LinkedIn doit faire être l'objet d'un autre webinaire Oui, où oui, on va sûrement. parler. Oui, monsieur Ouais, Secours, nous allons le faire, puisque LinkedIn, c'est un réseau social professionnel assez puissant et tous les jeunes voilà, aujourd'hui devraient être sur ce réseau. exactement. Tout demandeur d'emploi devait être sur ce réseau. Et je crois que ce serait une bonne idée que nous revenons là-dessus, que nous expliquons comment il faut s'inscrire, comment il faut agir pour que vous soyez plus visible sur ce réseau-là et pouvoir vous vendre au mieux pour le recruteur. Donc voilà, merci déjà, Monsieur Chouchou. Et donc je disais que LinkedIn est une vitrine par excellence et que quel que soit votre niveau d'expérience, que vous soyez un profil jeune ou expérimenté, il suffit de savoir, de savoir s'y mettre, de savoir agir sur ce réseau que vous serez très visible sur sur, vis-à-vis des recruteurs. Donc, voilà un peu brossé ce que nous pouvons dire sur les réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux dans la recherche de l'emploi. Et nous allons maintenant citer quelques sites d'emploi sur lesquels on peut s'inscrire avec son profil et espérer être contacté par des recruteurs cherchants. Quand les recruteurs cherchent des profils, ils vont forcément vers ces sites-là pour rapidement essayer de matcher des profils qui correspondent à ce qu'ils cherchent. Donc, je vais les citer. RMO Job Center. Je crois que RMO aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, si je ne me trompe pas, est dans tous les pays. En tout cas, chez moi au Togo, il y a RMO et je sais bien que RMO est au Bénin. En Côte d'Ivoire, oui. Et je ne sais pas dans les autres pays, mais je crois que dans la sous-région, il y a RMO Job Center. C'est international. Vous pouvez vous y inscrire et puis être contacté par un recruteur à l'autre bout du monde. Morgan Phillips, ça aussi, c'est un site d'emploi à l'international, mais ils sont, ils sont organisés par région en fait. Donc, quand vous tapez Morgan Phillips et que vous voulez vous inscrire, ils sauront vous guider sur le site pour que vous puissiez vous inscrire par rapport à votre situation géographique. Pareil pour Market Page. Lucratif, je crois que ça a la même configuration que RMO Job Center. Il y a Lucratif un peu dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Comme je le disais, chez moi au Togo, il y a le créatif au Bénin, en Côte d'Ivoire et ouais, dans l'Afrique de l'Ouest. Météo Job. Météo Job aussi, la même vocation que Morgan Phillips et puis Market Page. Ce sont des sites de recrutement, des sites d'emploi à l'échelle internationale, comme Indeed. Indeed, je crois qu'à la base, c'est un site européen, mais qui s'est étendu sur toute l'Afrique aujourd'hui. Il y a NovoJob. NovoJob, c'est un site africain, je crois. Je parle sous
et la supervision et la... Oui, oui, le nouveau job, c'est africain. En tout cas, c'est plus utilisé également par les Africains. Moi, je l'ai Exactement. découvert l'année passée. C'est quand même un site assez intéressant sur lequel on peut trouver des offres d'emploi. Des offres très intéressantes surtout. Et il y a Emploi Bénin. Emploi Bénin, je crois que c'est Oui, c'est ici au comme... Bénin, voilà, c'est au emploi. Bénin, mais il y a Voilà. aussi Emploi Togo, il y a Emploi... C'est par pays. C'est par pays. Et je crois que c'est surtout dans les pays francophones de la sous-région, il y a ce site-là de recherche d'emploi où et, tous les emplois sur le territoire sont mis là pour que chacun puisse vite les découvrir, s'enquérir. Et si vous trouvez que votre profil correspond, que vous y postuliez. Donc, voilà, pour ne citer que ceux-là, quelques sites d'emploi qui peuvent vous être utiles si ça ne l'est pas déjà. Donc, je Oui, crois que sûrement ces sites seront utiles aux offres d'emploi. oui, On n'oublie pas de citer ces discussions également, qui est une plateforme qui publie pas mal d'informations sur le recrutement en Afrique. Les gens peuvent s'y inscrire et recevoir des alertes dans leur boîte email. Donc, ces exactement discussions, voilà. ces discussions. Voilà, ces discussions, puisque nous parlons surtout des plateformes de recrutement en Afrique. Vous avez également Wooz Job. Wooz, c'est W2OZ Job. Wooz Job, vous pouvez également aller là-dessus pour voir. Il y a un site également que j'ai découvert récemment, c'est les jeudis. Les jeudis, comme cela s'entend. Les Les jeudis. jeudis, le tout collé, oui. Il suffit juste donc de taper ça sur Google, vous verrez donc ce site-là. D'accord. Voilà. Merci. Voilà, il y a quand même pas mal de sites, de plateformes de recrutement qui peuvent nous faciliter la tâche aujourd'hui. Exactement. Peut-être que M. Diarra a connaissance d'autres sites, de plateformes de recrutement. Oui, ben, pratiquement, c'est presque les mêmes sites, hein, mais il y en a quelques-uns sur Mali, comme Mali Page, comme Job Center. Oui. Voilà, comme vous l'entendez, Job Center et puis Mali Page. C'est des sites qui publient des avis de recrutement, des avis d'appel d'offres, trucs, partout presque en Afrique. Ça ne concerne pas que le Mali seulement, vous pouvez aller visiter. Voilà. D'accord. Donc, en plus des sites que vous avez cités, il n'y a pratiquement pas trop de différence, quoi. OK. Voilà. OK, on va laisser M. Soukouf. Ouais, merci, Monsieur Sochou. Et donc, voilà un peu citer les quelques sites d'emploi, pour ne citer que ceux-là, puisqu'il y en a encore que nous ne connaissons pas forcément. Et donc, je crois que nous sommes arrivés au bout de notre petite présentation et nous sommes ouverts. Merci beaucoup, M. Soukouf, pour votre présentation. Nous allons demander aux amis s'ils ont des apports à faire ou des questions à poser à l'intervenant. Chers amis, avez-vous des questions ou des apports à faire? Monsieur Youssouf, je vois une question ici. Qu'est-il des jobs à l'international? Monsieur Soklou, il y a une question qui Ouais, demande qu'en est-il des jobs à l'international? Sûrement que alors, Monsieur Youssouf voudrait savoir s'il ouais, vise des offres à l'international, comment il pourrait procéder. alors, OK. Maintenant, et merci pour la question, monsieur Youssouf, c'est ça? Oui, Monsieur Youssouf Daouda. D'accord. Oui, c'est Merci bien ça. pour... Allô? Oui, allô? Si vous permettez, hein, Oui, Oui, oui. allez-y, Monsieur Youssouf. j'ai une question, une petite préoccupation à partager. Peut-être la réponse va nous aider tous. Oui, En fait, allez-y. les jobs à l'international, oui, parce que tout ce que vous avez cité, j'ai constaté,
Ça concerne les jobs à l'échelle nationale ou locale. Maintenant, qu'en est-il pour les jobs pour des postes internationaux, les structures, les ONG internationales? L'autre question, c'est ceci. Suffit-il de connaître les postes ou les sites plutôt pour avoir le job? Parce que moi, mon objectif en participant, c'est pour comprendre, avoir les stratégies qu'il faut pour postuler et décrocher un emploi. Les stratégies, c'est vrai, à l'aide du digital, la recherche d'emploi à l'aide du digital. Donc, pour moi, je m'attends à obtenir les outils, tout ce qu'il faut pour que, en sortant de cette conférence, c'est que si demain, je dois postuler, ça va quand même me permettre de décrocher le poste. Donc, je m'attendais aussi à beaucoup plus de trucs pratiques qui vont nous permettre d'affronter cette étape de la recherche du job jusqu'à sa réussite, à l'obtention de ce job-là. Parce qu'il ne suffit pas simplement de connaître les sites pour décrocher le job. Il y a tout un tas de processus. Il y a parfois on postule à 50, 30, 40 et personne ne vous rappelle. Je ne sais pas si vous avez bien compris ma préoccupation. Oui, monsieur Merci. Daouda, on vous comprend parfaitement. Vous avez apporté quand même des éléments de réponse à vos inquiétudes. Je laisse monsieur Sekou d'abord. D'accord. Monsieur Youssouf, merci pour la question que je disais. Donc, sa question, c'est de savoir comment véritablement postuler et décrocher donc les opportunités d'emploi avec le digital. Exactement. OK. Aujourd'hui, comme je le disais dans mon introduction, vous avez la possibilité de postuler à un emploi à des kilomètres de chez vous, juste parce que vous êtes sur le digital. Il suffit d'avoir une connexion et de connaître les sites sur lesquels les offres là sont postées. Maintenant, quand vous êtes à l'international, vous devez faire attention à voir si dans l'offre, on a précisé que cette offre est ouverte à l'international. Sinon, vous risquez de postuler pour postuler. Parce que quand le recruteur publie son offre, quand l'offre est ouverte à l'international, on précise en bas que cette offre est ouverte à l'international. Si c'est juste national, si vous êtes au Togo et que cette offre est publiée à Madagascar, vous allez postuler juste pour postuler. Ça va juste aller bourrer la boîte mail du recruteur. Donc, la première attention qu'il faut faire, c'est de s'assurer, si ce n'est pas précisé dans l'offre, et que vous avez la possibilité de, sur les réseaux, les réseaux professionnels par exemple, vous connaissez l'entreprise qui publie l'offre que vous pouvez contacter, ne serait-ce que l'adresse mail est demandée en bas quand vous... Est-ce que cette offre est ouverte à l'international? Quand vous répondez d'abord que oui, cette offre est ouverte à l'international avant que vous ne puissiez vous lancer dans une quelconque candidature. Maintenant, quand cette offre est ouverte à l'international, ça veut dire que dans les conditions, celui qui prend en compte le fait qu'on va vous déplacer de votre pays vers le pays dans lequel l'offre là est fournie. D'accord? Donc, si l'offre est ouverte à l'international, comme je l'ai dit, quand vous postulez que votre profil correspond à ce que le recruteur cherche, ils vont prendre contact avec vous. Vous n'aurez pas forcément à vous déplacer pendant l'entretien parce que le digital est là. Vous pouvez faire l'entretien à distance avec Zoom, ce que nous sommes en train de faire présentement. Il y a beaucoup de canaux sur lesquels le recruteur peut vous entretenir de bout en bout jusqu'à ce que vous ne parveniez, si votre profil correspond, au bout, que vous parveniez à un accord avant que le reste ne se fasse, qu'on vous déplace de chez vous vers un autre pays. Donc, à votre question de savoir est-ce qu'il est possible de décrocher un job à l'international, oui, c'est possible. Avec les ONG, les organisations internationales, même des multinationales, vous pouvez être dans n'importe quel pays si votre profil correspond et que l'entreprise décide de vous recruter
quelle que soit votre position géographique, ils vous feront venir là où ils ont besoin de vous. Il suffit que cette offre-là soit ouverte à l'international et que votre profil corresponde, ça passe. Ça, c'est la réponse à votre première question. Maintenant, votre seconde question qui est de savoir si suffit-il de connaître seulement les sites d'emploi. Oui, il faut connaître les sites d'emploi, mais oui, il faut aussi savoir s'en servir. Sur LinkedIn, comme je viens de le dire à mon confrère du Bénin, il faut que nous ayons une autre session où on va expliquer comment il faut être sur LinkedIn pour être attractif, que votre profil soit attractif, que vous soyez actif sur LinkedIn, que vous puissiez être vite repéré par un recruteur. Je crois qu'il a pris note et qu'on va revenir là-dessus. Ça, c'est les réseaux professionnels LinkedIn. Maintenant, sur les sites, quand vous vous inscrivez sur les sites, il faut que vous détaillez très bien vos compétences et votre parcours. Il faut que vous puissiez, il y a une partie où on vous demande de parler de vous. Il faut que vous soyez en mesure de ressortir des mots-clés qui parlent de votre compétence de façon un peu plus exhaustive pour pouvoir, parce que quand le recruteur il va sur votre profil, il n'a que les informations que vous aurez mises sur ce site-là. Donc, pour être plus attractif, plus attractif et avoir de l'impact sur ce que le recruteur va aller sur le site, il faut que vous soyez un peu plus exhaustif. Pas de faire des pages, mais aller à l'essentiel, aller aux mots-clés et pour que le recruteur puisse vite se retrouver dans ce qu'il est en train de chercher, le profil. Quand il fait le job description, il faut que en lisant votre profil, qu'il se retrouve très rapidement, qu'il arrive à cocher des points où il veut pour qu'on puisse rapidement peut-être vous contacter, prendre attache avec vous et voir votre disponibilité, confirmer ce qu'il a pu lire sur vous sur le site, le confirmer en entretien pour que vous puissiez avancer par rapport à cette opportunité-là. Donc, à la réponse, suffit-il de connaître les sites? Non, il ne suffit pas seulement de connaître les sites, il faut les connaître et savoir s'en servir. Voilà la réponse que Voilà qui est bien dit, c'est important de connaître les sites, mais en amont, il faut quand même prendre des dispositions. Parce que pour trouver un emploi, il faut le reconnaître, il faut d'abord de la préparation. Et dans votre préparation, vous devez forcément rédiger un CV. Et si vous avez un CV physique avec le digital, quand vous vous inscrivez sur des sites professionnels comme LinkedIn, vous avez des champs que vous remplissez et qui se présentent à la fin comme un CV. Du coup, le recruteur qui est à la recherche donc, du potentiel, donc de profil adapté pour certains postes, quand il tombe sur votre profil qui est constitué comme un CV, il a les informations clés. Ça, c'est le premier élément important. Donc, être présent sur ces réseaux sociaux-là pour être remarqué. Maintenant, pour être remarqué, vous savez qu'on peut être remarqué à deux niveaux. On peut être remarqué positivement, comme on peut être remarqué négativement. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de tout faire pour être remarqué positivement, sans bien sûr paraître. Pour cela, vous devez donc soigner votre image sur les réseaux sociaux ou les réseaux professionnels. Même quand vous êtes sur Facebook, il y a des comportements que vous ne devez pas avoir. Il y a des messages que vous ne devez pas publier. Certes, on vous demande d'être naturel, mais dans votre naturel, vous devez quand même faire preuve de professionnalisme, puisque vous avez un objectif donné. Puisque dans la vraie vie, même dans la vraie vie, vous n'êtes pas quelqu'un qui est médisant, vous n'êtes pas quelqu'un qui insulte tout le monde, vous n'êtes pas quelqu'un qui ne salue pas les autres, parce que sur les réseaux sociaux, on doit également saluer les autres. On doit également faire preuve de courtoisie. Et c'est tout ça que deux personnes analysent. Les gens vous observent. Les commentaires que vous faites, les publications que vous faites sur ces réseaux-là, on vous observe. Tout ça est dans la préparation. Parce qu'à un moment donné, un recruteur va vous remarquer. Aujourd'hui, avec le souci en recrutement, c'est les recruteurs même qui cherchent des personnes sur les réseaux sociaux, donc des profils qui cadrent avec ce qu'ils recherchent. Et sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils vous observent. Alors, pour revenir un peu sur les stratégies
On a parlé de présence sur les réseaux sociaux. Vous devez donc réseauter. Et dans votre réseautage, vous devez avoir des comportements donnés. Vous devez partager, donc du contenu, ou être utile aux autres. Parce que si vous n'êtes pas utile aux autres, vous ne démontrez pas en fait que vous avez certaines compétences relationnelles ou certaines compétences humaines, les soft skills dont on parle aujourd'hui. Donc, réseauter, participer donc à la vie de votre réseau, contribuer à son émergence, bien sûr. Vous devez soigner votre image, je reviens encore là-dessus, sur les réseaux sociaux. Quant au poste à l'international dont a parlé M. Youssouf tout à l'heure, alors je dirais d'abord que les structures internationales sont organisées d'une certaine manière qui ne suivent pas forcément les mêmes processus de recrutement. La première chose que vous devez faire, c'est de vous renseigner sur les structures dans lesquelles vous avez envie de travailler. Si vous allez sur le site d'une structure INS, vous allez voir toujours qu'il y a une page carrière sur laquelle vous devez vous enregistrer. Vous enregistrez, donc vous êtes dans la base de données de cette ONG internationale ou de cette multinationale-là. Au moment opportun, quand il y a des offres, si votre profil cadre avec ces offres-là, on peut bel et bien vous contacter. Mais vous également, vous devez avoir la possibilité de suivre l'actualité de ces structures-là que vous visez. C'est important de s'inscrire sur les pages carrières de ces entreprises-là pour qu'au moment opportun, qu'on vous fasse appel. Alors, donc, c'est l'apport que je voulais faire par rapport à la question posée par M. Daouda. Je vois une autre question qui est posée par Mme Popoya. Que dites-vous de la demande spontanée, sûrement à l'aide du digital? Monsieur Soto. Oui. Est-ce que c'est encore possible? Oui, c'est toujours possible. C'est toujours possible les candidatures spontanées. Maintenant, il ne s'agit pas de candidater pour candidater, comme on le dit. Et les candidatures spontanées peuvent être prises en compte. C'est vrai qu'au cours de l'année, selon la stratégie de l'entreprise, il peut y avoir peut-être des démissions, des abandons de postes qui vont faire que au cours de l'année, on aura peut-être besoin du personnel ou un profil de façon spontanée comme ça. Mais pour les candidatures spontanées, pour ma petite expérience que j'ai, je dirais que les candidatures spontanées sont plutôt prises en compte dans les entreprises qui ont une stratégie. Dans le dernier trimestre de l'année, où on est en train de refaire le budget, et stratégiquement, on se projette sur l'année prochaine et sur les besoins dans tous les secteurs, dans tous les départements, où les ressources humaines projettent leurs besoins peut-être en personnel pour l'année prochaine, en accord avec la stratégie et la visibilité de l'entreprise. C'est en ce moment-là que les candidatures spontanées doivent plutôt venir. Quand vous connaissez l'adresse mail de candidature de l'entreprise, c'est à ce moment-là qu'il faut envoyer des candidatures spontanées pour que ça ait plus d'impact, parce que là, le département des ressources humaines se projette sur l'année suivante et cherche, si on n'a pas une CVTech assez fournie, cherche en fait des profils pour pouvoir étoffer, se préparer pour la stratégie de l'année qui va suivre. Donc, les candidatures spontanées, oui, c'est toujours possible à l'aide du digital. C'est maintenant même qu'il faut candidater de façon spontanée, mais il faut savoir dans quelle période ces candidatures spontanées ont plus d'impact. Merci beaucoup, M. Soklou. Cette question me permet de rebondir sur l'une des préoccupations de M. Daouda, qui voudrait savoir est-ce que c'est encore possible, par exemple, d'aller à l'assaut des entreprises, de les contacter directement. Oui, c'est encore possible. Justement, c'est avec le digital que vous avez les informations sur toutes les entreprises, puisque la plupart des entreprises sont connectées. Et quand ces entreprises-là sont en ligne, donc elles ont des sites Internet, vous devez aller sur ces sites-là pour avoir
régulièrement des informations sur elles. Quelle est leur actualité, quels sont leurs nouveaux défis, donc les challenges actuels, quels sont les résultats donc, de cette entreprise-là. Et sur la base de ce que vous pourrez apporter, vous écrivez une demande spontanée. J'ai pris l'habitude de dire que faire une demande spontanée sans avoir de solution à proposer, c'est comme sauter d'un avion sans parachute. Parce que c'est important de proposer quelque chose par rapport à un problème que vous avez identifié au niveau de la structure. Comme vous le savez, il n'y a pas de recrutement si un besoin n'est pas identifié dans l'organisation. Mais vous pouvez créer ce besoin-là, mais en envoyant quand même une demande qui répond à un problème de la maison, donc de l'entreprise. Donc, soyez créatifs par rapport à cela. La candidature spontanée est encore présente, elle ne va pas disparaître, mais il faut quand même soigner votre candidature spontanée et y mettre des ingrédients comme il le faut pour pouvoir attirer l'entreprise. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Je vous en prie, Madame Popoya. D'autres questions? Alors, tout à l'heure, il y a M. Daouda qui se posait la question de savoir, mais est-ce qu'il s'agit simplement de connaître les plateformes et on va trouver un emploi? La réponse est bel et bien non, comme l'a souligné M. Sekou tout à l'heure. Et je suis revenu là-dessus, j'ai parlé du réseautage. Vous devez réseauter. Vous devez également faire des candidatures spontanées, on en a parlé tout à l'heure. Vous devez faire ce qu'on appelle de l'approche B2B. Ça ne vous coûte rien, par exemple, de participer à des rencontres de professionnels en ligne. Ça se fait. Des rencontres de professionnels en ligne. Moi, il m'arrive de contacter des professionnels sur LinkedIn et de discuter avec eux par rapport à leur travail. On ne leur demande pas directement de l'emploi, mais on leur pose la question de savoir comment on peut en trouver et comment ils voient leur métier dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, pourquoi pas. Vous êtes comptable, vous rencontrez des comptables, vous discutez avec eux. C'est également des stratégies de recherche d'emploi. Parce que quand vous allez garder contact avec ces messieurs-là, au moment où ils auront besoin des profils comme le vôtre, vous serez les premières personnes à qui ils vont penser. Voilà pourquoi il faut faire ce qu'on appelle, donc c'est l'approche B2B en marketing, donc rencontre de professionnels B2B. Si vous avez la possibilité d'activer votre LinkedIn Premium, par exemple, vous pourrez devenir un job seeker, donc un chercheur de job, par exemple, avec la formule LinkedIn Premium qui va vous permettre donc de recevoir des alertes, d'être mis au courant donc, des différentes offres qui correspondent à votre profil. Mais si vous n'avez pas cette possibilité, avec l'option gratuite, vous avez également cette chance-là de rencontrer des recruteurs, des personnes qui vous feront confiance. Mais là encore, je reviens là-dessus, il faut produire du contenu. Également, il faut avoir des amis recruteurs. Oui, c'est important. Hein? Il faut avoir des amis recruteurs. En ligne, vous n'êtes pas obligé donc d'être en France avant d'avoir des amis recruteurs. Monsieur Sekou en a, Monsieur Diarra en a, moi également j'ai des amis recruteurs, même si nous-mêmes on recrute, on a des amis recruteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont souvent les pépites, c'est-à-dire ces petites informations-là qu'on peut vous filer rapidement à telle entreprise en train de recruter, ah, j'ai entendu telle chose, ça pourrait te profiter, pourquoi pas. Donc ça ne vous coûte rien donc d'avoir des amis recruteurs qui pourraient de temps en temps vous aider dans votre recherche d'emploi. Voilà ce que je voulais encore ajouter. Je ne sais pas si M. Sekou a d'autres choses à apporter. Je crois que vous avez brossé, vous avez vraiment tout dit. Et par rapport au digital, je crois que surtout sur les réseaux, il faut, comme vous le dites, réseauter. Le réseautage, c'est très important. Quand vous n'avez pas un réseau, et il y a des informations, des opportunités qui vont vous passer sous le nez très rapidement.
Mais quand vous avez un réseau, l'ami de mon ami est mon ami. Si l'ami de votre ami a une opportunité qu'il publie sur sa page, puisque vous êtes en relation, en réseau, vous aurez forcément cette information-là. Donc, vous n'allez pas sur les sites de recrutement ou sur ces réseaux sociaux-là, juste pour faire de la figuration. Vous allez pour un objectif, fixez-vous des objectifs, et pour les atteindre, comme on vous le dit, c'est le réseautage. C'est le réseautage. Ce n'est que le réseautage qui va vous ouvrir, en fait, les opportunités Il y a une question de M. Youssouf encore. La recherche d'emploi pour des personnes sans formation qualifiante, sans diplôme, quel conseil leur donnerez-vous? Surtout que c'est un secteur non formel et souvent très saturé. C'est la question de M. Youssouf Davda. Oui. Conseil pour les personnes sans formation qualifiante, sans diplôme. Voilà. Les personnes sans formation qualifiante, sans diplôme. Et si la personne se met à rechercher de l'emploi, c'est qu'elle croit forcément qu'elle peut donner quelque chose. Maintenant, quand cette personne s'inscrit sur ces réseaux-là, il faut qu'elle fasse, qu'elle fasse de la lumière, en fait, qu'elle montre ce qu'elle peut apporter, même s'il n'y a pas un background. En fait, le diplôme, ce n'est que en fait, des prérequis. Aujourd'hui, ce serait dommage qu'on puisse écarter ceux qui n'ont pas forcément un diplôme, mais qui ont acquis de l'expérience. Il y a des gens qui sont formés en fait sur le tas. Hein. On peut prendre quelqu'un aujourd'hui qui, avec le cumul de ses expériences, quand il s'assoit avec de grands diplômés à table, ben, il tient. Il tient. Donc, il faut que dans votre présentation, comme on l'a dit tantôt, dans votre présentation même, que ce soit sur un CV ou sur les réseaux, que vous fassiez ressortir ce que vous avez comme compétence, ce que vous pouvez apporter. Si une entreprise venait à vous recruter, ce que vous pouvez apporter, c'est ce que vous faites ressortir. Vous mettez en lumière ce que vous pouvez apporter, ce que vous avez acquis pendant toute l'expérience que vous avez eue, ce que vous avez acquis et que vous pouvez apporter à l'entreprise, c'est ce qu'il faut faire ressortir dans votre profil pour qu'on puisse vous approcher. Ce n'est pas forcément le diplôme. Le diplôme, lui, on demande, mais je crois qu'aujourd'hui, avec l'évolution en fait du marché de l'emploi, je crois que le diplôme aujourd'hui ne doit plus être éliminatoire. Il faut plutôt aller vers ce que la personne peut faire, ce que la personne peut apporter. Je crois que c'est un débat. Hein, on est resté en fait dans ce système franco-français là qui ne dit pas son nom, où on parle que de diplôme, mais on ne voit pas au fond ce que la personne peut apporter à côté de tous les diplômes qu'on peut accumuler. Oui, vous avez raison, Monsieur Soklou. Aujourd'hui, le monde est en train de changer littéralement. D'ici à quelques années, nous allons mettre les diplômes de côté. Comme le disait Jacques Attali, les diplômes devraient avoir une date de péremption. Exactement. Ah, voilà, les diplômes, en fait, ne disent pas forcément que vous êtes capable de faire un travail. Ce n'est qu'un papier qui montre que vous avez suivi un cursus. Alors, donc, Monsieur Youssouf, pour des personnes qui sont sans qualification, sans diplôme, mais qui savent faire quelque chose. Si vous considérez une personne qui sait, par exemple, préparer de la pâte, ce n'est qu'un exemple, et qui prépare très bien de la pâte, comment il va utiliser les réseaux sociaux? Qui commence par faire ses pâtes et qui les publie sur les réseaux sociaux. Il n'est pas besoin forcément d'avoir un doctorat pour comprendre comment il faut publier des éléments sur Facebook ou bien sur LinkedIn. Il suffit qu'on le lui montre. Il va commencer par le faire. Et un beau jour, il peut être recruté par une pâtisserie internationale ou bien une pâtisserie locale. Il va commencer par travailler. Ou pourquoi pas, lui-même, il n'a qu'à créer une petite activité avec cette compétence-là. Grâce aux réseaux sociaux, il aura des clients qui viendront donc manger chez lui. C'est pareil, vous savez faire des chaussures, vous savez coudre. Mais vous n'êtes pas allé à l'école, vous n'avez pas un diplôme d'une grande université, mais vous avez la possibilité d'apporter quelque chose
aux populations, aux habitants. Donc, je dirais simplement que ces personnes-là ont encore la chance de s'en sortir. Je vois une autre question de M. Youssouf Daouda. Comment surmonter ou contourner les coups bas dans la recherche d'emploi? Je ne sais pas ce qu'il veut dire clairement, les coups bas. M. Youssouf, vous pourrez nous aider à comprendre votre question? Oui, allô? Oui, allez-y. Oui, en fait, ce que je viens de mettre dans cette expression, c'est que j'ai connu beaucoup de personnes qui viennent solliciter par moment des petites aides, des appuis, les aider à trouver, à décrocher un emploi quelque part. Et c'est des personnes vraiment très intéressantes en pratique, mais en théorie, ils n'ont pas été formés quelque part, tel que je l'ai dit, je les appelle des personnes qui sont dans le secteur informel. Maintenant, ce que je dis sur la question des coûts bas, vous avez quelqu'un, un employé dans une structure et à un moment donné, il y a des petits soucis et on ne s'entend pas très bien avec l'employeur pour une raison ou pour une autre. Je ne veux pas trop rentrer dans ces détails-là. Parfois, quand c'est des femmes, surtout, ça aboutit à un harcèlement. Et quand la personne décide de partir, on la laisse partir. Maintenant, partout, quand vous devez... Ces personnes qui vous ont quitté ont été de très bons employés, mais ils ne peuvent pas rester à la maison parce qu'ils ne travaillent plus avec vous. Il faut qu'ils aillent chercher ailleurs. Maintenant, il y a de ces employeurs-là qui ont vraiment une grande assise sur le secteur. Et dès que vous pointez quelque part pour chercher de l'emploi, c'est eux-mêmes qui découvrent que vous y êtes dans tel ou tel autre secteur, surtout dans les villes qui ne sont pas, ou les agglomérations qui ne sont pas très, très, très élargies. Et c'est la personne qui dit, tiens, telle personne, c'est mon employé. Et ne serait-ce que pour ça, on ne vous recrute. Ou parfois, lorsque vous demandez une petite attestation pour certifier que vous avez travaillé chez cette personne-là, qui suppose d'ailleurs que vous n'aviez pas quitté son travail en de bons termes, il ne va jamais vous attribuer cette attestation. Donc, voilà ce que j'appelle des coups bas dans la recherche d'emploi. C'est beaucoup plus dans le secteur informel. D'accord, merci. Merci, M. Daouda, pour l'éclaircissement donné par rapport à votre question. Monsieur Soukou, vous avez compris sa préoccupation? Oui, j'ai compris la préoccupation de M. Daouda. J'avoue que ce sont des situations qui arrivent sur le marché de l'emploi. C'est dommage, mais ça arrive. Mais je crois que dans ces genres de situations, quand la personne concernée a des compétences à faire valoir sur le marché, quel que soit le temps que ça va prendre pour que cet employeur-là qui cherche à le nuire va faire pour essayer de lui faire des coups bas, arriver à un moment, ses compétences, son savoir-faire et ce qu'il est en train de proposer à l'entreprise va prendre le dessus sur tout ça. Parce que l'offreur d'emploi ou l'employeur qui est en face et qui cherche un profil, arrivé à un moment, il va faire la part des choses et aller à la raison que de se fier à ce genre de situation parce que même en tant je parle en tant que recruteur, c'est vrai que quand vous demandez à quelqu'un qui vient de quitter un employeur et vous découvrez que la personne n'a pas quitté en de bons termes et que vous découvrez en fait que la personne, son profil cadre vraiment avec ce que vous cherchez, ben vous allez essayer d'aller un peu plus loin à creuser un peu dans les raisons qui ont causé son départ de chez l'employeur. Si finalement vous arrivez à découvrir que, comme monsieur Daouda le dit, c'est pour des raisons de harcèlement ou des raisons dues du fait de l'employeur, non, mais on ne peut pas se calquer sur ces raisons-là et ne pas recruter un profil qui peut apporter une plus-value à l'entreprise et s'acharner sur en fait, des choses comme ça. Je crois qu'arrivé à un moment, tout le monde va se lasser, on va aller à l'essentiel. Ah, c'est clair. À un moment donné, le monsieur va se lasser et
on va reconnaître pleinement vos compétences et vous embaucher à nouveau dans une autre entreprise. Mais là, je profite en même temps pour dire à certains demandeurs d'emploi, avant de partir, il faut savoir partir. Il faut souvent partir en de bons termes, même si vous avez été harcelé, même si vous avez été dupé, même si vous avez été insulté. Il faut savoir partir parce que vous aurez besoin forcément de ces personnes-là après. Et ces pratiques-là sont courantes en Afrique, où le patron se dit « Ah, je vais te bloquer partout, tu n'auras plus d'emploi ailleurs ». Et effectivement, ça se passe jusqu'à un moment donné. Et bien sûr, quand le monsieur va se lasser, on va vous donner encore une chance de trouver un nouvel emploi. Mais ça aurait déjà gâché pas mal de choses dans votre vie. Donc voilà pourquoi moi je dis il faut savoir quitter également les employeurs. Il faut quitter en de bons termes. Voilà. Donc je vais demander à Monsieur Serrault s'il a quelque chose à ajouter par rapport à cette préoccupation de Daouda. Oui, Monsieur Serrault, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. J'avais disparu un peu de la toile là. J'avais des petits soucis électriques ici. Oui, voilà. J'ai constaté. Je voudrais dire à nos amis déjà, comme vous l'avez dit, qu'il faut savoir quitter des personnes. Parce que même indépendamment du boulot, vous allez vous rencontrer quelque part. Donc, c'est toujours important de savoir quitter, même si vous n'êtes pas dans le bon terme, vous n'êtes pas en accord, il y a des manières de quitter. Deuxième élément, M. Soukou l'a dit, lorsque vous êtes bon, c'est-à-dire, vous avez beau avoir 99 personnes qui croient à votre patron, mais il y aura au moins une personne qui va croire à vos compétences. Donc, si vous êtes bon, persévérez, écrivez, montrez que vous êtes bon sur les réseaux sociaux et consorts. Et vous allez voir, malgré tout ce que votre ancien patron va écrire sur vous ou contre vous, il y aura quelqu'un qui va vous dire, mais attends, si on écrit tellement contre ce monsieur-là, c'est sûr qu'il y a quelque chose de bon en lui. Donc, moi, j'irai quand même le tester pour voir. Et ça peut faire mouche. Donc, il ne s'agit pas de vous focaliser sur le négatif. Voyez toujours le bon côté, montrez toujours ce que vous savez faire de bien. Troisième élément, là, maintenant, moi, je m'agis en tant que recruteur. À des moments donnés, lorsque nous posons vos questions et nous nous rendons compte que vous avez quitté votre patron pour une raison ou pour une autre, notamment les femmes pour des questions de harcèlement et consorts, il y a des moyens quand même de vérifier que vous avez travaillé pour la personne. Parce que certaines fois, on vous demande des documents. Et c'est en cela que, très tôt, dès que vous commencez pas à travailler, gardez les documents officiels avec vous. Un document simple qui peut vous sauver, c'est une fiche de paie. Vous voyez, dans une fiche de paie, dans beaucoup de structures, on met la date où vous avez pris service chez eux. Et la fiche de paie porte sur un mois, évidemment. C'est-à-dire vous pouvez commencer, mettons, 1er février 2017. Et on va voir, bien entendu, fiche de paie du mois de juillet 2020. Ça veut dire quand même que vous avez fait du chemin. Donc, si vous avez déjà une fiche de paie comme ça de la société qui porte votre nom, c'est facile de prouver que vous avez travaillé pour eux. Vous pourrez ensuite expliquer pour quelles raisons vous n'avez pas eu l'attestation. Ou alors, il y a des notes de service ou des titres de congé. C'est-à-dire, arrangez-vous pour avoir au moins un document officiel de la structure qui porte votre nom avec l'entête de la structure. Et vous le gardez. Ça pourrait vous aider après à prouver que vous avez travaillé pour la structure, mais que pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas pu avoir l'attestation. Donc, je pense que ça ne peut pas être un blocage pour travailler. Mais après tout, socialement parlant, il faut faire toujours un effort pour partir dans de bons thèmes. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un et partir dans de bons thèmes. Demain, vous allez voir vous saluer. Donc, voilà ce que je voudrais ajouter. Merci beaucoup, monsieur Serrault, pour votre contribution. Elle est assez pertinente. Monsieur Diarra, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. OK. Est-ce que vous avez un apport à faire avant qu'on ne clôture cette séance? Bon, en fait, la conférence a été vraiment bien. Je constate qu'on a répondu à presque toutes les questions.
Là, il y a juste certains sujets qui doivent être l'objet d'une autre conférence, comme l'avait dit mon confrère Souklou. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. D'accord. Merci Voilà. beaucoup, M. Diarra, d'avoir été présent. Il y a M. Amansou Ruben qui souhaiterait ajouter quelque chose. Ruben Amansou, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Vous comment me vous recevez allez? là? Oui. Je vais très bien, et vous-même? Oh, ça va. Merci de nous avoir Désolé, rejoints. les difficultés de connexion font que je suis vraiment l'émission en dents de scie là. Ah, d'accord. Donc, Vous avez sûrement un apport à faire. Je rappelle que vous êtes également spécialiste oui, en ressources humaines. oui, c'est bien ça. Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que mes prédécesseurs et vous-même avez dit par rapport au fait qu'il faille savoir partir. Maintenant, j'aimerais donner un petit conseil à tous nos amis qui sont en début de carrière. Il y a souvent une erreur qu'ils font. Il y a de petites astuces que vous pouvez avoir. Et l'intervenant de tout à l'heure l'a dit. Quand vous vous mettez en relation de travail avec un employeur qui vous dit, par exemple, je vais vous payer 80 000. Le premier, le deuxième, le troisième mois, il vous paie 50 000. Et vous sentez déjà au début de votre relation que le monsieur ne respecte pas ses engagements. À partir du quatrième ou du cinquième mois, de la façon la plus gentille possible, puisque vous n'avez pas encore de conflit, d'accord? Vous lui demandez vraiment que vous aimeriez qu'il vous délivre un petit papier là, que c'est pour pouvoir faire le passeport, attestation de travail. De la façon la plus gentille possible. Il va vous la délivrer. Même si un an après, il refuse, vous finissez par vous quitter de façon très en de bons termes, au moins, vous avez un document à date qui avait prouvé qu'il y a 5 mois, vous étiez en train de travailler avec lui. Et le recruteur n'est pas un bourreau. Ça, on va vous demander, et pourquoi ce vide-là? Pourquoi vous avez expliqué que 5 mois de travail, vous allez de façon la plus simple possible. Et on sait, le prédécesseur l'a dit, on sait vérifier, il avait travaillé et fait Monsieur, on a quelques soucis là. de rentrer. Il y a beaucoup de nos gens qui font souvent déjà. Monsieur Amansou, la réception chez nous est mauvaise. On aura compris l'essentiel de votre intervention. Monsieur Amansou, vous êtes toujours là? Allô? Oui, je suis là. Vous me recevez? Oui, oui, c'est bon maintenant. Allez-y. Ok, d'accord. Donc, je disais donc qu'il y a nos jeunes frères qui doivent vraiment avoir le réflexe de demander la attestation de travail parce que ce n'est pas toujours un réflexe pour eux. Donc, vous vous retrouvez souvent avec des CV où il y a 1 an, 2 ans, voire 3 ans d'expérience professionnelle qu'ils sont incapables de vous justifier. Et quand vous demandez pourquoi, ils disent, oh bon, dans le temps, je n'ai pas pris. Non, vraiment, je ne peux plus demander. Vraiment, le monsieur là, vraiment, non. Il faut avoir le réflexe. Dès que vous commencez par travailler avec un employeur et vous sentez qu'il y a vraiment la confiance commence par être touchée, demandez une attestation après 4 mois, 5 mois, 6 mois, que c'est pour faire le passeport. Vous avez besoin de prouver que vous travaillez quelque part. C'est déjà un document. Donc, voilà tout ce que je voulais ajouter. Oui. Merci beaucoup, M. Amansou. C'est très astucieux d'ailleurs. Et on le constate souvent lors de nos entretiens qu'effectivement, les gens ont du mal à justifier leur parcours parce qu'ils n'avaient pas eu l'idée de demander les attestations de travail. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Monsieur Soglou, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de nos amis avant qu'on ne clôture ce deuxième webinaire? Déjà, je les remercie. Je remercie pour l'attention et pour tout le tour qu'on a fait de ces sujets. Et pour de façon ramassée, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Il faut que ceux qui ne se sont pas inscrits
s'inscrivent et qui soient actifs. Maintenant, par rapport aux pratiques en entreprise, et comme le disent les confrères, il faut être futé. Quand vous sentez déjà les problèmes venir, il faut que vous arrivez à vous mettre au pas par rapport à certaines choses pour que votre départ ne soit pas, ne vous soit pas préjudiciable, en fait. Que vous puissiez rassembler ce qui peut vous servir dehors quand vous serez parti. Donc, de façon astucieuse, comme M. Lodi et M. Aronsou tout à l'heure, essayez par des astuces déjà de pouvoir obtenir une attestation que vous avez déjà quelque part sous la main. Et là, vous savez que quand vous partez, au moins, vous pouvez attester avoir travaillé là-bas pendant un moment. Et surtout, pour les jeunes, Monsieur Soklou, oui. Merci beaucoup pour votre disponibilité, pour Merci avoir à vous, accepté spontanément d'animer donc ce deuxième webinaire. Nous sachons compter également sur votre prochaine disponibilité quand on va vous solliciter pour un autre sujet. Un plaisir alors, monsieur Soussou. Voilà. Monsieur Diarra, également DG de AMS Mali, également programmé pour un webinaire. Vous aurez donc l'occasion de l'écouter. Monsieur Diarra, merci beaucoup. Merci. Merci à tous les intervenants, merci à tous les participants. Un coucou à ceux qui nous ont suivis en direct sur Facebook, le live Facebook. Merci à M. Youssouf Daouda qui a posé beaucoup de questions, qui nous a permis quand même d'animer ce webinaire. Merci à vous. Nous espérons compter également sur votre disponibilité les prochaines fois. Merci à tous et je vous souhaite bonne soirée. Bonne soirée, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci pour la pertinence du sujet. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci à M. Sero pour son intervention. Merci à vous. Oui.